Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un rapide update au niveau des marchés US. Alors je vais faire une petite courte vidéo puisque j'ai quelques problèmes avec la voix et donc j'évite de parler un petit peu trop. Donc là actuellement je suis sur le graphique, je suis au niveau du S&P 500. J'ai rajouté en fait le TLT qui est un ETF des obligations d'État maturité 20 ans sur les marchés, sur le gouvernement US. Donc en fait, pourquoi je le regarde, c'est parce que de toute manière, tout le long de 2022, étant donné que nous avons eu un marché baissier à cause des obligations, c'est-à-dire c'est un marché baissier d'une part à cause des obligations, parce que c'est la hausse des taux, pardon, et donc, les mouvements étaient corrélés entre les deux actifs, puisque c'est par rapport à l'inflation. Donc là, on peut voir que, vous voyez, j'ai cliqué sur le plus bas au niveau des obligations, mais on peut voir que le rallye ici n'a pas été totalement suivi par les obligations, notamment en plus aujourd'hui, vendredi. On voit que la performance du S&P 500 n'a pas du tout été suivie par le marché obligataire. Donc là, actuellement, est-ce qu'on fait encore face à un rallye bear? Donc, comme je disais la semaine dernière, donc je vais mettre au niveau du mensuel. Non, weekly, c'est mieux. Au niveau Future Immunise, voilà. Au niveau d'hier, en fait, ce qui est de la semaine dernière, j'avais mis ici le retracement déjà dans un premier temps vers cette ligne ici. Il semblerait qu'il y a des probabilités maintenant qu'on aille peut-être aller chercher vers ces niveaux ici. Donc pour l'instant, on reste toujours, comme vous pouvez constater, dans le marché baissier, étant donné qu'il y a des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. On n'a pas encore de cassure à ce niveau-là, puis on n'a pas de changement de narrative non plus, puisque les indicateurs avancés nous annoncent toujours que ça pointe vers le bas. Donc, c'est encore, faut rester quand même assez vigilant. Alors, c'est vrai que si on a un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que la Fed pivote prochainement et que on ait encore 2% de croissance comme ici, oui, il y a des probabilités à ce qu'on ait un atterrissage en douceur. Mais pour l'instant, c'est anticiper trop de choses tant qu'on n'a pas encore le verdict final. Donc là, pour l'instant, c'est aussi pour ça que à chaque fois, les marchés montent puisque on anticipe en quelque sorte un retournement de la Fed prochainement. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un événement aussi cette semaine assez important. Lorsqu'on prend les taux sur 10 ans et qu'on rajoute les taux sur 3 mois, 3 mois, c'est quand même des taux assez courts. Le taux sur 3 mois, c'est celui qui se rapproche le plus du taux de la Fed. Donc, lorsqu'on met les deux, qu'on va au niveau du daily régulier, on peut voir que les deux sont pratiquement kiff-kiff. Donc, généralement, dans l'économie, dans la théorie, on dit que lorsque les taux s'inversent à 10 ans et 3 mois, l'inversion de la courbe, se met en place. Généralement, il y a des fortes probabilités à ce qu'on tombe une récession. Pourquoi? Déjà, initialement, en fait, le rendement sur 10 ans doit être supérieur au rendement sur 3 mois, puisque généralement, quand on achète des obligations sur 10 ans, on s'attend à avoir plus de risques il y a le facteur temps qui est en place. Alors que 3 mois, il y a moins de facteurs risques puisqu'on reste moins longtemps en position. Donc, il y a moins de choses qui peuvent se passer, bien évidemment. Mais là, lorsque les taux se rapprochent l'un et l'autre, donc le 3 mois, c'est plus représentatif vraiment de la politique de la Fed. Et sur 10 ans, ça peut être représentatif de la croissance. Donc, si le taux 10 ans passe en dessous du taux sur 3 mois, ça veut dire que potentiellement, il y a des attentes de croissance à la baisse qui restent à venir pour les prochains mois. Donc voilà, donc faut faire quand même assez attention lorsqu'on a cet indicateur-là. Donc justement, si on regarde la croissance, mais la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance sans forcément regarder par exemple avec l'inflation. Donc là, la croissance nominale, c'est la croissance sans l'inflation. Donc la croissance nominale, elle est quand même encore assez élevée. Comme vous pouvez constater, elle est quand même assez forte. Donc cela veut dire que si actuellement la Fed va pivoter, cela risque encore vraiment de préserver une inflation très élevée, étant donné que la croissance nominale n'est pas encore affectée. Donc là, vous voyez par exemple dans ces zones ici,
ou dans ces zones ici, on avait un ralentissement de croissance, une baisse de l'inflation, une baisse de la croissance réelle et nominale. Mais là, pour l'instant, on a vraiment la croissance nominale qui est encore assez forte, justement maintenue, je pense, principalement en quelque sorte par la production et l'emploi. Donc, si on pivote trop rapidement, ça risque de juste rallumer la flamme et ça risque juste de créer encore de la difficulté au niveau de la banque centrale. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment un retournement à ce niveau-là. Donc, par exemple, quand je rajoute la moyenne mobile sur 10 mois, j'aimerais ça voir un changement. Alors, moving average, ici, j'aimerais ça voir un petit changement à ce niveau-là. Voilà. Donc, vraiment une clôture en dessous ici de cette moyenne mobile sur 10 mois, puisque là, ça nous démontrerait que la croissance nominale est impactée. Mais si la Fed pivote actuellement, il y a qu'on ait encore pas mal de croissance, ça risque juste de maintenir l'inflation. Donc, c'est pour ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Ensuite, si on regarde, pardon, on a eu des résultats cette semaine, donc beaucoup de résultats où il y a eu des chutes assez agressives, notamment pour Facebook, Amazon, Google, mais Apple, qui est vraiment le leader en quelque sorte, lui, on peut constater que la journée de vendredi, moi, je pense que cette journée de vendredi-là est principalement à cause de la clôture des positions des puts short sur Apple que les gens ont acheté au cas où Apple faisait les mêmes dynamiques que les autres. Donc là, c'est potentiellement pour ça qu'on a vraiment une réaction comme ça aujourd'hui, ce qui implique aussi, donc comme Apple est l'un des composantes les plus importants des indices, ce qui implique aussi donc une hausse au niveau du S&P 500, une hausse au niveau du Nasdaq. Oui, c'est tout à fait normal puisque Apple est l'une des pondérations les plus importantes. Alors justement, lorsqu'on regarde et on rajoute du volume, donc là, quand je rajoute l'indicateur OBV, on peut voir qu'on a quand même une grosse bougie haussière aujourd'hui, mais qu'au niveau de l'indicateur OBV, on n'a pas vraiment, vous voyez, de volume. Donc, c'est pour ça que ça se rapproche de ma théorie, comme quoi c'est la clôture des positions short au niveau des puts. Donc, voilà, étant donné qu'on a une petite divergence entre les deux éléments qui se trouvent ici. Donc voilà. Au niveau du Dow Jones, alors on se dit que le Dow Jones, il y en a beaucoup qui utilisent juste le Dow Jones. Donc le Dow Jones a moins perdu que par exemple les autres indices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, le Dow Jones, ok, se retrouve à 10% des derniers plus hauts, on va dire ça comme ça. Mais l'une des composantes les plus importantes du Dow Jones, puisque sa structure de calcul n'est pas la même que les autres indices, sa structure de calcul est par rapport au prix de l'action et non par rapport à la valorisation de l'entreprise. Donc, si on prend l'entreprise UNH, qui a la plus grosse pondération, 11% de pondération sur le Dow Jones, lui est sur des niveaux plus hauts. Donc lui, le secteur de la santé est l'un des secteurs les plus, généralement, l'un des secteurs défensifs lors des ralentissements économiques. Et donc, on peut constater que lui est sur vous voyez, la valeur de l'action est de 550 $. Donc, c'est pour ça qu'il est en position numéro 1 sur le Dow Jones. Et on peut constater que lui est proche, est vraiment sur les ATH. Ce qui fait que le Dow Jones en profite un petit peu plus que les autres indices, comme on peut constater. Il a un peu plus de jus puisque la pondération n'est pas la même. D'ailleurs, il y a aussi Home Depot qui fait partie des pondérations les plus importantes au niveau des actions. Il y a aussi Goldman Sachs qui en fait partie. Mais quand même, il faut constater que UNH, la société de santé, est quand même une pondération assez importante du Dow Jones. Et c'est ce qui actuellement fait en sorte à ce que le Dow Jones n'est pas en sous-performance autant que le S&P 500 ou le Nasdaq. Donc les répartitions sont quand même assez importantes à ce niveau-là. Donc voilà. Au niveau des taux,
La Fed, la semaine prochaine, on a, le FOMC, donc la Fed va nous annoncer si elle augmente ou pas ses taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux, c'est ce qui fait un peu la cyclicité aussi, hein, puisque c'est le crédit qui fait en sorte à ce qu'on ait des cycles économiques, et donc qui montent et qu'ensuite qui descendent. Et on ne peut pas comparer la dernière décennie par rapport à maintenant, puisque la dernière décennie de 2010 à 2016, on a eu quand même des taux pendant 6 ans qui sont restés au plancher. C'est quand même énorme, on va pas se mentir. Garder des taux au plancher pendant 6 ans, cela a boosté les valorisations boursières, cela a encouragé les buybacks et tout. Sauf que là, on n'est plus dans la même situation comme vous pouvez constater. On a eu une pause, on a eu des taux au plancher seulement pendant 1 an et demi. Donc on n'est pas du tout dans la même perspective qu'on a eu entre 2010 et 2020. Et donc la fin du cycle a commencé lorsque les taux ont commencé à monter. Et encore là, on a commencé à augmenter les taux, mais on avait des accélérations de croissance. Alors que là, on a augmenté les taux alors qu'on est en ralentissement de croissance. Donc c'est complètement différent. Et croissance réelle, hein, bien évidemment. Et là, vous pouvez voir, après la pause, bien évidemment, le cycle se retourne. Donc là, ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en 2 mois, mais effectivement, c'est ce qui crée un petit peu les cycles. On peut le voir en 2008, on peut le voir en 2000. Et en fait, je pense que là, on n'a pas le choix d'aller tout le temps vers des taux zéro, puisque actuellement, la croissance est stimulée principalement par la dette. Alors que dans le passé, on avait encore plus de démographie pour pouvoir stimuler aussi en parallèle la croissance. Mais là, comme on a de moins en moins de croissance démographique, on est obligé d'utiliser la dette, et donc c'est les taux zéro qui ont fait vraiment des performances de fou sur les marchés. Donc les gens ne veulent pas manquer ça, ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça qu'ils sautent tous sur l'occasion en pensant que chaque bottom est le bottom. Alors, personne n'en sait rien que vraiment lequel sera le bon, mais ce qui est vraiment réaliste là actuellement, c'est qu'à chaque fois, on a des anticipations de bottom, puisqu'on a des anticipations d'inversion de courbe au niveau, de pause au niveau de la Fed. Donc, ça y joue beaucoup, mais une pause ne veut pas dire forcément que c'est reparti, hein, parce que des fois, ça impacte les taux qui restent élevés comme ça impacte l'économie, et ça impacte donc les résultats des sociétés, parce que jusqu'à date, les sociétés ont réussi quand même à pas mal absorber la hausse des taux, puisqu'on peut le voir au niveau de la croissance, on a encore 2% de croissance. Mais si on se retrouve proche de 0% de croissance, on ne pourra pas tolérer des taux à 3-4%. Donc voilà, et c'est là où les impacts vraiment des résultats financiers des sociétés vont avoir beaucoup plus de conséquences. Et donc là, il faudra faire encore plus attention. Donc, c'est là où je voulais vous montrer le tableau justement qui met en œuvre le bottom, le temps entre le bottom et le pivot. Vous voyez, le temps moyen est de 14 mois entre le pivot de la Fed et le bottom. Donc, ça se produit concrètement quand on est vraiment aussi dans ce qu'on appelle un marché baissier à cause des résultats financiers. Et jusque-là, on n'a pas eu encore de marché baissier à cause des résultats financiers. On a juste eu un marché baissier à cause de la hausse des taux. Donc, si effectivement on rentre dans un marché baissier à cause des résultats financiers, on risque de rajouter probablement plusieurs mois encore. Donc voilà, au niveau du Bitcoin, je rajoute pas grand-chose, puisque le Bitcoin reste dans son range, a de quoi performer à l'intérieur de ce range-là. Donc, tout dépendra, en fait, si on a un atterrissage en douceur ou pas. Si on a un atterrissage en douceur, on risque de rester ici. Et si on a un atterrissage beaucoup plus agressif, donc une récession, par exemple, le Bitcoin risque fort probablement de rejoindre les niveaux précédents vers ici. Donc voilà, donc ça c'est à surveiller au niveau du Bitcoin. D'ailleurs, ouais, je vais vous voir l'écart encore avec la moyenne sur 10 mois. Donc tant que là actuellement les indices ne vont pas faire forcément de nouveaux plus bas et ne sont pas impactés par une nouvelle narrative. Quand je parle de nouvelle narrative, c'est par exemple être impacté de la hausse des taux sur les résultats financiers. Ça c'est une nouvelle narrative, parce que celle-ci elle n'a pas été encore pricée. Et si les marchés justement baissent à cause de ça, il y a des fortes probabilités à ce que le Bitcoin suive aussi tout cela. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et nous on se retrouve une prochaine fois.